Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Stéphane, avant d'aller aux affaires internationales, petite nouvelle locale. Oui, le REM, là, c'est toujours en interruption. Écoutez, ça a l'air assez sérieux. On dit reprise du service indéterminé. Problème technique. Donc, depuis 6 heures, ça fonctionne plus, le REM. Et on ne donne pas même d'estimé de retour à la normale. Stéphane Bureau, bon début de journée. Bon retour à toi, Mario, et bonjour. Ben oui, on s'est croisés la semaine passée à Paris. Et là, on se parle de l'Europe encore aujourd'hui parce que vraiment, on est dans la fin de semaine qui vient de se terminer, la semaine qui s'amorce, dans une espèce de moment charnière sur les relations entre les États-Unis et l'Europe. On est toujours tenté par l'hyperbole, la déclaration à l'emporte-pièce, puis d'employer des mots qui devraient souvent être gardés précieusement ou protégés précieusement. Quand on dit, par exemple, c'est historique, on peut pas dire ça à chaque jour de notre vie. Or, je pense que ce qui s'est passé à la conférence de Munich sur la sécurité vendredi, quand J.D. Vance, le vice-président, a pris la parole et a un peu fait la lecture ou en fait la morale aux Européens, mais en fait, c'est pas comme ça que je le vois. C'est pas tellement la morale, mais il les a grondés un peu. Je crois que ça va marquer durablement l'histoire et que c'est un des événements clés des 75 dernières années des relations entre Washington et l'Europe. C'est pas un événement banal, c'est un moment où les masques sont un peu tombés, où on a parlé assez peu de l'Ukraine, sinon pas du tout, alors qu'on s'attendait à ce qu'il le fasse, mais où il a dit, en particulier, c'est le clip qui est beaucoup revenu à l'avant, je me méfie moins des Russes et des Chinois que de ce que nous faisons avec nos valeurs internes. Il faut voir, quand on écoute les 19 minutes 30 de son discours, que tout juste avant, il dit, oui, nous devons être vigilants, la Russie et la Chine peuvent être des menaces, mais si on veut être capable d'y faire face, encore faut-il que sur des valeurs communes, nous serrions les coudes. Et là, il parle pour l'essentiel de liberté d'expression, qui évidemment est un sujet à géométrie variable pour l'administration de M. Trump, qui refuse l'accès à l'Associated Press à la Maison-Blanche parce que on a refusé du côté de l'agence américaine de presse de renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Alors bon, quand on parle de liberté de presse, je conçois que c'est à géométrie variable, mais il disait, vous êtes en train en Europe de rétrécir cet espace, et sur la question migratoire fondamentale, on est sur la défensive, et il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais plus encore, il dit, il n'est pas question qu'il y ait des cordons sanitaires, comme on les appelle en Europe, par exemple, entre la France qui est au gouvernement, qui est à la manœuvre, et le Rassemblement national. Il y a toujours cette conception de l'arc républicain, et le Rassemblement national, comme la France insoumise à gauche, ne fait pas partie de cet arc républicain. Ce sont des gens qu'on ne peut pas fréquenter. En ce moment et dans le contexte allemand, ça nous semble toujours loin, mais ce ne l'est pas du tout. C'est les élections législatives qui pointent à l'horizon dimanche prochain, 23 février, avec en deuxième place un parti, disons-le, d'extrême droite, l'AfD, l'Alliance pour l'Allemagne, et une leader qui est absolument pas réductible à une caricature. C'est une femme déjà, qui est gay, qui est mariée, je pense, à une femme du Bangladesh, qui a 2 enfants adoptés et qui donc ne répond pas à la description qu'on pourrait se faire ou à la description qu'on pourrait faire d'un personnage d'extrême droite, mais qui est implacable et qui mène la campagne en ce moment tambour battant. 2e dans les sondages, on les dit à 20% à peu près, c'est peut-être davantage parce que souvent ce vote est sous-estimé comme on l'a fait avec M. Trump, et J.D. Vance, comme pour ajouter le geste à la parole, a choisi de rencontrer la patronne de l'AfD, donc une espèce de... On a adoubé l'AfD, un peu comme Elon Musk avait choisi de le faire en l'interviewant sur son réseau social X. Ça a fait très, très peur. Immédiatement, levée de bouclier en Europe vendredi, mais surtout samedi et dimanche. En fait, c'est le sujet du week-end parce que les Européens ont eu besoin de 24 heures, 48 heures pour débriefer ce qui venait de leur arriver. Ils sont tétanisés. Soudainement, l'Amérique n'est plus l'allié qu'ils imaginaient
qu'il puisse être. Mais c'est parce qu'en parallèle... Ça leur fait très peur. Ouais, mais c'est parce qu'en parallèle, c'est aussi que la question ukrainienne qui, dans leur esprit des Européens, c'est chez eux, là, c'est en Europe. Mais là, tout à coup, ça va se discuter en Arabie Saoudite avec à la table seulement les Américains et les Russes. Et donc là, ils se font un sommet parallèle à Paris pour parler du sujet, parce que là, ils veulent pas être exclus, mais dans le fond, ils parler du sujet dont d'autres plus importants et plus pesants parlent ailleurs. Beaucoup de choses, effectivement. Il y a en ce moment, où il y aura cet après-midi à l'Élysée, une rencontre entre M. Macron et les chefs de gouvernement ou d'État de 7 pays européens qui se concertent parce qu'on réalise soudainement que les Américains ne vont peut-être pas garantir la paix en Europe et très certainement en Ukraine. Il y a une espèce de divorce qui est consommé, c'est l'expression que j'ai employée la semaine dernière, entre les États-Unis et l'Europe sur la question ukrainienne. Il y a vraiment une division et les Américains disent aux Européens, nous, la garde des enfants, on n'en veut pas. Donc, si vous voulez garder l'Ukraine, il n'y a pas de problème, mais ça sera votre guerre et c'est vous qui allez payer pour. Donc, les Européens qui se réunissent aujourd'hui pour essayer de trouver une solution. Il faut voir que M. Zelensky, lui, a aucune confiance, quoi qu'il en dise, en la garantie de sécurité européenne. Il dit sans la garantie des Américains, on ne peut pas conclure d'entente de paix parce qu'il n'y a pas d'armée européenne. Et encore, faut-il même vérifier s'il y a une volonté d'aller à la guerre en Europe. Le chancelier allemand, qui en est probablement à ses derniers jours de pouvoir, disait les Américains ne peuvent pas imposer les dictats de la paix à l'Ukraine et à l'Europe. Et dans la phrase suivante, disait mais il n'est pas question que l'Allemagne ne soit jamais en guerre. Ben évidemment, si tu veux imposer la paix, il faut aussi que tu aies les moyens de décourager l'adversaire, dans ce cas-ci russe, et ça implique peut-être d'aller à la guerre. Et c'est ce qui risquerait d'arriver, ou pas, si la dissuasion européenne fait le job le jour où on se sera entendu sur une ligne de front, sur une partition du territoire, parce qu'il n'y a plus personne aujourd'hui, nulle part, qui pense que l'Ukraine ne va pas perdre des morceaux importants de sa géographie. Mais sur ce que tu disais, la semaine dernière, le secrétaire à la Défense américain, assez clairement, là aussi c'est un masque qui tombe, confirme que l'accession de l'Ukraine à l'OTAN, c'est plus qu'improbable, ça ne devrait pas arriver. C'est une garantie qu'exigent les Russes. Et on a compris tous, peut-être que les Ukrainiens seraient les victimes d'une entente de paix négociée au-dessus de leur tête. Or, depuis quelques minutes, ce qu'on sait, c'est que M. Zelensky va être en Arabie Saoudite mercredi. La rencontre ou le début des rencontres entre les émissaires américains et russes, c'est demain que ça commence en Arabie Saoudite. Et là aussi, un facteur très important, qui est dans l'équipe américaine de négociation? M. Witkoff, qui est théoriquement l'émissaire du président pour le Proche-Orient. Le général Kellogg devrait être l'homme responsable, qui avait été nommé à tout le moins comme ambassadeur plénipotentiaire à la Russie et à l'Ukraine pour régler le conflit. M. Witkoff, comme par hasard, est présent. C'est lui qui a participé à la négociation pour libérer un prisonnier américain qui était en Russie détenu depuis 4 ans. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Et l'annonce de sa libération s'est faite la veille de la conversation très médiatisée entre Poutine et Trump. Et Witkoff est en Arabie Saoudite, d'abord parce que s'il devait y avoir un sommet entre les deux grands patrons, que sont Poutine et Trump, l'Arabie Saoudite est davantage désignée parce qu'ils vont pas... Mais ta prédiction, c'est qu'il va y en avoir un? Est-ce qu'on a un sommet, mettons, d'ici la mi-mars, un sommet Trump-Poutine, c'est probable? Ou je mets ça trop vite? Lui, en tout cas, Trump a dit que c'était pas improbable. Je ne vais pas, j'ai pas d'informations uniques et particulières, mais il dit que ce n'est pas improbable. Chose certaine, ce qui est improbable il y a une semaine, c'est qu'on imagine le ministre américain des Relations étrangères, le secrétaire d'État, et son vis-à-vis russe se retrouver pour commencer des négociations. Personne ne croyait que ça arriverait si rapidement. Et quelles négociations? Et qu'est-ce qui sera imposé à l'Ukraine? Parce que pour l'instant, c'est vrai que la Russie se lèche les babines. Les conditions de la Russie, depuis le début, ont à peu près été toutes avalisées par M. Trump dans ses communications. Et on n'a pas entendu les Russes. C'est-à-dire que les Russes ont confirmé qu'ils seraient présents, mais ils n'ont jamais donné de détails sur ce qui allait se passer. C'est plutôt Washington qui donne l'information. Or, moi, je pense que les Russes sont absolument pas pressés. Ils ont du temps. Ils ont l'avantage sur le terrain, sur le champ de bataille, et se laisseront pas intimider et se laisseront pas gagner par l'envie de plaire à M. Trump non plus. Je ne pense pas que les Russes
aient rien à gagner à faire gentil avec M. Trump si, au total, ils ne vont pas chercher un maximum de concessions. Et c'est la brutale réalité des rapports de force, malheureusement. Je suis à Paris. En 1871, quand la France a concédé l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne, c'est pas parce que ça leur tentait, parce qu'ils avaient perdu la guerre. On va suivre ça toute la semaine, là, ce qui va se passer en Arabie Saoudite, entre autres. Merci, Stéphane.